Je vais repartir directement de ce que vient de dire Robert. D'une part, pour vous dire que je ne reviendrai pas sur une partie des débats que nous avons eus sur ce qui s'est passé dans les derniers temps en 73 et 74, notamment sur la question de savoir est-ce que c'était vrai cette histoire qu'on avait la possibilité d'imaginer que le PSU n'entre au Parti socialiste qu'en gardant une certaine forme d'existence propre, lui ou le courant socialiste, enfin bon, ou la troisième composante, enfin tout ça était un petit peu compliqué, ou si ce n'était qu'un argument de présentation destiné aux militants, version défendue en fait en réalité par Michel Rocard. Ceci, on s'est expliqué d'ailleurs là-dessus déjà avec Robert, et ceci peut être trouvé dans le détail dans le livre que j'ai écrit avec Jean-Claude Gelée, qui raconte toute une partie de ces histoires. Il y a un chapitre consacré à ça, je n'y reviens pas. Je suis plutôt rassuré d'avoir entendu Bernard Ravenel dire que j'étais centriste. Alors ça va en amuser quelques-uns, parce que ça fait jamais très bien d'être traité de centriste. Et à l'époque, j'aimais pas trop, parce que je n'aurais pas aimé être qualifié de centriste. J'ai dû l'être d'ailleurs, parce que le centrisme, entre autres choses, c'est aussi une catégorie propre aux formations trotskistes, justement, qui désigne quelqu'un qui se situe quelque part entre deux des nombreuses branches de l'arbre développé des trotskistes. Donc je ne me sens pas du tout là-dedans. Nous n'étions pas ceux qui étions dans ce qui a été décrit à l'instant par Robert, nous n'étions pas des trotskistes. Il y en avait quelques-uns qui sont partis après à la LCR. On ne peut pas les rendre de trotskistes après coup, simplement. Et je pense que quand on prend le cas de Jacques Kergoat, c'était simplement parce qu'il estimait que l'offre politique présentée par la LCR à l'époque était plus attrayante pour l'action à mener que celle du PSU. Point, c'est tout. Ça n'allait pas plus loin. C'était donc pas. Le problème n'était pas qu'on était des trotskistes, c'est qu'on était en réalité un courant plus radical que la majorité, en opposition sur des points qui étaient des points, pour beaucoup, relativement secondaires de la ligne du parti, plus radicaux et pratiquant une référence marxiste. Qui n'aurait pas vraiment mérité d'ailleurs les critiques ultérieures de Rocard sur le patois marxiste qui reproche à un certain nombre de gens du PSU qui l'ont embarrassé ou l'ont amené à devoir l'adopter de temps en temps parce qu'il fallait bien, disait-il, essayer de se faire écouter quand ça devenait difficile. Bon, je crois que tout ça relève précisément d'un travers propre au PSU et peut-être et probablement à d'autres, mais qui était vraiment très fort au PSU à certains moments, où en effet les débats de fond étaient cachés par des débats de tendance qui avaient pour objet, en définitive, de répartir le nombre de gens qu'il y avait à la direction du PSU, mais du rôle qu'ils pouvaient jouer éventuellement dans la mise en œuvre des stratégies de pouvoir du PSU. Ce qui n'était pas le plus intéressant et a abouti au sein du PSU à des résultats qu'on aurait pu éviter. Je pense que l'exemple typique en est précisément le vote sur la dictature du prolétariat au Congrès de Lille, où franchement, tout ça était dû à la manière même dont on avait organisé ce congrès, où il fallait, domaine par domaine, ce qui est totalement contradictoire avec la vision du socialisme dont on parlait au PSU, de les séparer, de considérer qu'il y avait des divers champs sur lesquels on pouvait s'exprimer de manière différente, plutôt que de regarder comment transversalement tout cela pouvait tenir le coup. Il avait fallu séparer tout ça, et par conséquent, sur chaque domaine, c'était les votes de courant. Et hop, automatiquement, c'est quasiment la machine à calculer qui permettait de sortir les résultats des votes, à quelques variations près, liées notamment à certains courants qui, tout en votant pour leur position, préféraient quand même essayer de sauver la mise au Bureau national et donc se reportaient quand même sur certains votes qui permettaient de repérer que finalement on préférait au sein du PSU que la direction Rocard tienne le coup, ce qui était tout à fait d'ailleurs compréhensible, même si ça n'était peut-être pas très logique par rapport au vote militant qu'ils avaient organisé localement. Mais c'est ça qu'on a fait au Congrès de Lille. Et ce Congrès de Lille, pour moi, a été, sur le moment,
Mais encore plus après, rétrospectivement, je l'ai perçu comme étant vraiment la catastrophe dans laquelle on était en train, très probablement, de commencer à liquider, pour le coup, le PSU. Car comme l'a dit Chapuis tout à l'heure, c'est vrai ce qu'il dit, mais il faut en tirer des conclusions. Ouais, Martinez s'en va, plusieurs personnes du courant auquel j'appartenais partent à la Ligue communiste, voire même dans des mini-organisations, pire encore que la Ligue communiste. La gauche révolutionnaire, on ne peut pas admettre que deux partis coexistent à l'intérieur de la même enveloppe politique, et il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà, on laisse, on règle le problème de la gauche révolutionnaire par une mesure désagréable mais nécessaire, mais qui suscite la solidarité de toute une autre partie du PSU, et notamment au sein de la gauche ouvrière et paysanne, dont quelques-uns sont ici présents, de ceux qui ont suivi ce choix, et d'autres qui n'ont pas suivi, précisément, qui sont restés au PSU malgré cette solidarité. Enfin, tout le monde fichait le camp. La situation dans la région parisienne, par laquelle nous avons essayé, nous, en particulier, de remonter la capacité du PSU à exister de manière vraiment efficace, et vraiment efficace, quand je dis efficace, pour le coup, parce qu'en plus, nous sommes attachés à faire en sorte que pour les élections de 73, on ait vraiment une présentation très forte et très poussée du PSU, avec un résultat qui était comme le reste du résultat national, d'ailleurs, c'est-à-dire, donc pas très bon, mais on avait fait quand même le nécessaire. Donc efficace aussi de remonter. La situation de la région parisienne, à ce moment-là, était absolument catastrophique dans le centre de la région parisienne, et en acceptant pour l'essentiel les trois départements périphériques qui, eux, s'étaient restés un petit peu à l'écart de tout ça et avaient réussi à survivre au milieu de la crise politique qui a affecté l'ensemble de la fédération. Voilà, c'est ça qui s'est passé à ce moment-là. Donc, on n'est pas du tout dans une situation où on peut comparer ce courant-là à ce qu'étaient les autres, et notamment ceux qui se sont en grande partie disloqués, et surtout moins du fait que, pour une large part, c'est là, à cet endroit-là, que c'est reconstitué l'élément qui a permis d'obtenir les 80% sur le manifeste de Toulouse, à la préparation duquel nous avons tous participé. Enfin, je suis désolé d'avoir consacré un petit peu de temps à ce point d'histoire qui me concerne plus particulièrement, mais quand même, je pense qu'il faut faire attention, parce que ce qu'on dit, et encore plus ce qu'on écrit sur le sujet, ça peut rester, même si ça n'est pas conforme à la réalité. Alors, j'ai dit, l'un des problèmes fondamentaux devant lesquels s'est retrouvé le PSU, et en face duquel Michel Rocard a eu affaire, ça a été cette dislocation progressive pendant un certain temps, parce qu'on ne s'est pas expliqué autrement le fait qu'il ait réussi de 71 à 73 à regrappiller des mandats qui lui manquaient pour être sûr d'être majoritaire, et que d'un coup, il en perde le tiers. On ne peut l'expliquer que dans la mesure où la composition même militante du parti était en train d'évoluer, avait rechangé, et des éléments d'une autre majorité étaient apparus. Voilà, c'est ça qui s'est passé, tout simplement. Mais les difficultés n'avaient pas changé. Et mon expérience à moi, étant devenu secrétaire national après, ça a été qu'il m'est arrivé, voyez-vous, de mieux comprendre un certain nombre de problèmes auxquels Michel Rocard a été confronté, me retrouvant dans des situations à certains moments analogues. Sans même parler du fait que, alors que nous avions perdu une partie des trotskistes du PSU, on s'était préoccupé d'en faire revenir d'autres, comme s'il y avait un problème de vase communicant à assurer, en croyant qu'ils n'étaient plus vraiment trotskistes, ce qu'ils ont parfaitement démenti en 2 ans, en nous refaisant le coup de l'entrisme, du système in-out, vous savez, qui consiste, on entre dans le truc à un certain nombre, et on en sort avec, si on peut, le même nombre, plus quelques-uns. Ben, ils nous ont fait exactement le même coup, donc l'hypothèse selon laquelle ils n'étaient pas vraiment tout à fait trotskistes nous est apparue quand même un petit peu osée. Bien. Je me suis retrouvé dans des situations comparables. Alors, je ne vais pas faire
ça peut me mettre dans une situation parallèle à celle de Rocard. Et pour ce qui me concerne et que j'ai vu du PSU, la première chose, c'est qu'il s'est embarqué pendant cette période-là dans des histoires qu'il aurait dû essayer d'éviter en regardant avec un peu plus d'attention quelle était la réalité. Alors ça, je parle du PSU, je ne parle pas de Michel Rocard en l'occurrence, mais c'est à ça qu'il était confronté, notamment l'histoire du Parti révolutionnaire. Cette affaire-là, pour faire un parti révolutionnaire, il fallait d'abord qu'il y ait des révolutionnaires qui veulent bien y aller. Il fallait ensuite que la question de la révolution soit vraiment un peu pas trop lointaine et à l'ordre du jour. Et troisièmement, il y avait un troisième problème qui était, quand on était autogestionnaire, pour faire une transformation socialiste de type autogestionnaire, fallait-il vraiment un parti révolutionnaire? Est-ce qu'on avait toutes les chances d'obtenir une transformation révolutionnaire autogestionnaire avec un parti qui se prétendait parti révolutionnaire? Les exemples historiques au moins, et même un raisonnement logique, devaient pouvoir amener à se poser la question. On ne se l'est pas beaucoup posé, et finalement on est resté un petit peu dans cette douce musique de la nécessité de regrouper les révolutionnaires et de faire un parti avec eux. Ça a occupé les débats du PSU. Ça a occupé les débats du PSU avec l'extrême gauche qui s'est pas privé de se livrer à un questionnement brutal et acerbe à l'égard du PSU. C'est toujours évidemment plus pratique de justifier sa propre existence en mettant en cause celle du voisin, et Dieu sait que ça marchait, et que ça a posé beaucoup de problèmes aux militants du PSU, et auxquels on n'a pas toujours, à mon avis, donné les instruments de réponse utiles. La deuxième chose, c'est on a eu du mal, et c'est là qu'on retrouve ma remarque sur le centrisme, on a eu beaucoup de mal dans ce parti, et ce n'est pas un problème nouveau, mais qui existe profondément, à sortir d'une situation dans laquelle on était dans des dialectiques extrêmement opposées. C'est-à-dire qu'il y avait deux pôles, et que c'était l'un ou l'autre, et qu'on n'était pas sur l'un, on était forcément sur l'autre, et que, par conséquent, la façon d'affirmer sa position sur l'un des deux pôles était une garantie de logique, de cohérence de la position sur laquelle on était, alors que très souvent, sur les vraies questions politiques, la recherche qui est à faire, c'est celle où on place le curseur entre les deux positions. Et ça, si on l'applique, on peut l'appliquer, je ne vais pas donner toute la liste des domaines dans lesquels on pourrait l'appliquer, parce qu'il y a un assez grand nombre, et qui a été bien visible dans l'histoire du PSU, ou dans l'histoire même de Michel Rocard, car c'est par là aussi qu'on peut expliquer ce que nous avons pu à certains moments percevoir comme des dérapages verbaux à cette époque-là, et plus tard d'ailleurs, où pour montrer qu'on n'était pas sur la position des autres, il fallait montrer sur laquelle on était, mais en lui donnant une tonalité excessive. C'est comme ça qu'on parle du patois marxiste des autres, bien que, après tout, le patois d'inspecteur des finances, c'est aussi un patois pas toujours très compréhensible, et que, précisément, la force qui était celle de Michel Rocard avait été d'arriver à marier, d'une part, sa connaissance du marxisme, sur lequel il ne faut pas... bon, je sais bien qu'on peut toujours faire de l'humour, et que c'était un peu le cas de Victor Fay qui faisait des plaisanteries sur le fait que son élève ne l'avait pas toujours écouté, mais enfin, quand même, on peut reconnaître qu'il avait quand même une bonne formation marxiste, et en même temps une connaissance technique, d'arriver à marier les deux, et qui faisait la base d'une orientation politique, qui est d'ailleurs très proche de celle des économistes qu'il avait fréquentés à l'époque où il était à la direction de la prévision au ministère des Finances, d'où le côté inexact de ma plaisanterie sur les inspecteurs des finances. Tout cela n'était pas inspecteurs des finances, c'était des gens qui, pour un certain nombre d'entre eux, venaient du marxisme et essayaient de trouver la combinaison avec notamment le keynésianisme. Bon. Eh bien, ça c'est un exemple typique de la recherche de ce point d'équilibre qui, quand il marchait et quand il l'avait tenu, sans nous expliquer que le socialisme avait perdu, sans nous expliquer que le marxisme s'était dépassé, etc., à l'époque, il l'a toujours exprimé, était la bonne position sur laquelle il se trouvait. Le fait de ne pas y avoir été resté, et, à mon avis, a fait reculer un petit peu tout le monde à ce moment-là.
Et puis, le troisième point, qui n'est pas le moins important, c'est le problème, je l'avais dit à l'entrée, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est le problème, et puis Gilles en a bien parlé tout à l'heure, c'est le problème des rapports partis-syndicats, de la relation avec Edmond Maire et de l'affirmation je suis un social-démocrate, enfin, pour reprendre une des dernières versions de cette affirmation, je suis un socialiste suédois égaré depuis 50 ans, dit-il dans une interview à France Culture il y a quelques années. Le dit socialisme suédois a été vilipendé dans plusieurs textes de congrès du PSU qu'il a approuvé. Vous retrouvez des textes très extrêmement là-dessus. On y va carrément sur le socialisme de type scandinave. Allons-y. Qu'est-ce qu'il ne reçoit pas, le socialisme scandinave? On trouve sur ce plan-là aussi tout un certain nombre de commentaires et d'attributions de position au socialisme suédois qui manifestement montrait qu'il n'avait pas toujours eu la même admiration pour ça, et surtout c'était l'usage du mot social-démocrate qui est polysémique, qui veut dire plusieurs choses en même temps, qui désigne le socialisme d'avant la guerre de 14, qui désigne, avant l'apparition du communisme, qui désigne aussi, qu'on n'hésitait pas à utiliser pour désigner la SFIO, dans le PSU, alors que la SFIO n'était pas si social-démocrate que ça, et qui était aussi une façon de dire qu'on était démocrate, tout en étant socialiste, qu'on était démocrate, voire même autogestionnaire. Et bien, cet usage-là a été un usage qui a créé des confusions sur la ligne politique du PSU. Malheureusement. Alors que le PSU apportait en même temps à Rocard ce dont il a été capable de montrer qu'il pouvait être, c'est-à-dire quelqu'un qui était à l'écoute des militants, qui était capable de comprendre ce qui se passait dans le mouvement ouvrier, qui par les divers sociologues avec lesquels il avait des entretiens lui permettait d'avoir une vision assez exacte de la situation, d'avoir en même temps un discours politique qui était en décalage par rapport à tout ça. À la même interview à laquelle je faisais allusion de France Culture, Rocard dit à la fin: je quitte le PSU sans amertume ni sans amertume, je ne me rappelle plus maintenant, sans amertume ni nostalgie. Sans nostalgie, peut-être. Sans amertume, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et quand il dit « je quitte le PSU dans lequel je me suis tellement investi, dans lequel j'ai consacré mes forces », ce qui est la réalité des choses, pour quelqu'un qui a été en charge de responsabilités lourdes, dans une période lourde et difficile, croyez-moi, l'amertume, ça peut exister, et ça peut aussi avoir des conséquences sur les choix qu'on fait dans la suite de sa vie. Pensez-y, simplement. C'est mon dernier petit message, qui est aussi en rapport avec mon expérience personnelle.